Alors maintenant, on va attaquer le sujet des cryptos. Pendant que Zoé se met en place avec ses invités, un petit point technique. Vous allez voir apparaître pendant la table ronde un QR code à certains moments sur les écrans derrière. Ce QR code, si vous le flashez, vous permettra de soit de répondre à une question, soit de donner votre avis sur un sujet. Alors, si je vous dis crypto, est-ce que c'est un gros mot? Ou est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Si je dis crypto-monnaie, c'est plus clair. C'est le sujet qu'on va aborder, enfin que vous allez aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un univers qui est en pleine transformation stratégique. On n'est plus du tout du temps où on pouvait s'échanger des bitcoins pour moins de 10 € quelque part sur le dark web. Aujourd'hui, c'est un univers qui est en phase d'institutionnalisation, qui offre des perspectives d'investissement intéressantes, notamment s'il est couplé à une techno comme la blockchain. Et c'est, je crois, le sujet, Zoé, que tu vas traiter. Donc Zoé, je vous le rappelle, en fait, elle est référente chez Investance sur les sujets blockchain, crypto-monnaie. Elle anime le lab qui traite de ce sujet. Et aujourd'hui, Zoé, je te laisse présenter tes invités. Allô, allô? Oui, voilà, parfait. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour les plus assidus d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que chaque année, à chaque événement qu'est I2F, il y a une table ronde sur la blockchain. Alors que d'aucuns pouvaient penser en 2017, vous vous souvenez peut-être du fameux pic des 20 000 $ qu'avait atteint le Bitcoin. Et on s'attendait tous à ce que cette espèce de vague s'arrête très rapidement. Et bien, que nenni, nous sommes là, bien là, avec un panel de très grande qualité que je remercie chaleureusement de leur présence aujourd'hui parmi nous. Alors effectivement, si tout ça vous semble encore un peu embryonnaire, car l'individu lambda ne paye pas encore son expresso en Bitcoin, le marché des cryptos se développe et il était devenu absolument intenable dans notre pays d'avoir un no man's land juridique. Alors, ils ne m'entendent pas, mais je me permets quand même de saluer nos crypto-députés, comme on les appelle, qui sont, je trouve, de très très bons ambassadeurs et non seulement qui savent porter la voix de l'écosystème, alors peut-être parfois pas assez au goût de certains start-upers, mais quand même, il y a de grandes avancées. Et également, il me semble qu'ils comprennent la technologie qui reste quand même sibylline pour beaucoup. Et voilà, c'est quand même très, très intéressant à rappeler. Alors, c'est ainsi que dans la loi Pacte, alors je crois que c'est dans les articles 26, 85 et 88, si je ne me trompe pas, qu'ont été introduits les cryptos. Alors, il s'agit, dans la loi Pacte, d'en faire un régime inédit et innovant. Alors, inédit, parce que finalement, la France reste un des pays qui a apporté le plus de clarification sur ces sujets que sont la crypto et la blockchain. Donc, arrêtons un peu de faire toujours du French bashing, qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire, etc. Si, on sait faire. Et puis, innovant de par son caractère optionnel. Donc effectivement, ce cadre ne peut être que vertueux. Je fais notamment référence aux listes blanches que peut induire la loi Pacte. Alors, sans faire un cours magistral sur cette loi Pacte, et je serais absolument incapable d'ailleurs, je me permets quand même de rappeler cette espèce de triptyque autour des cryptos couvert donc dans cette loi Pacte. Il y a un volet relatif aux ICO. ICO, ce sont les Initial Coin Offering, qui sont des levées de fonds en jetons, s'il faut le rappeler. Un deuxième volet traitant des PSAN, les prestataires de services aux actifs numériques. Et enfin, un troisième relatif aux fonds d'investissement. Alors oui, l'effet de mode est retombé en partie. Les crypto-monnaies, néanmoins, continuent d'attirer l'attention des institutionnels de la finance. Alors, signal faible, anecdote, je ne sais pas, mais vous avez peut-être vu que la Banque de France recrute un analyste blockchain. J'ai hâte de savoir qui sera l'heureux élu qui rejoindra l'institution multicentenaire. Voilà, et donc ce signal faible me laisse à penser qu'il y a quand
quand même une convergence entre cette finance traditionnelle et la finance plus alternative. Même si ces deux univers se sont regardés de très loin et même de travers pendant quelques temps. Alors voilà, donc aujourd'hui, 3 sujets vont être évoqués par nos panélistes. Celui de la loi Pacte, qui me semble permet de dramatiser, de démystifier l'univers des cryptos. Celui de la tokenisation, qui est un des sujets qui monte, pardonnez-moi l'expression. Et alors, 3e sujet, je ne vais pas résister à vous demander ce que vous pensez de la Libra. La Libra, qui est cette monnaie qui a été annoncée par Facebook en grande pompe avant l'été. Alors, la Libra, ça fait référence à la livre romaine. Et puis, la Libra, c'est également le signe astrologique de la balance. Donc, symbole d'équilibre, d'équité, de justice. Donc, tout un programme pour notre ami Zuckerberg. Voilà, mais finalement, un petit peu plus généralement, ce que vous pensez des cryptos nationales, ce qu'on appelle dans le jargon les CBDC, Central Bank Digital Currency, si je ne me trompe pas. Voilà, alors pour nous tenir en haleine sur ces sujets, à mon sens, absolument passionnants, alors on a un panel très très intéressant. Alors j'ai nommé donc Clément Jeannot, qui est cofondateur de Blockchain Partner. Marc Escuyer, qui est responsable design SI à la Banque de France. William O'Rourke, qui a fait partie de l'équipe de Blockchain Partner et qui est avocat spécialiste blockchain et cofondateur du cabinet Orwell. Et enfin, last but not least, Alexandre Barra, qui est directeur adjoint du pôle FinTech Innovation de l'AMF. Voilà, alors attaquons, mais alors sans être belliqueux, hein, soyons clairs, quelques rappels basiques sur la blockchain. Alors c'est peut-être Clément, à toi que je m'adresse tout départ. Est-ce que tu peux en moins d'1 minute vraiment nous faire le petit 101 de la blockchain? Merci. Alors, donc, très simplement, la blockchain, c'est une technologie ou un ensemble de technologies qui permet de faire 2 choses. D'une part, conserver des informations de façon transparente, décentralisée et sécurisée, et d'autre part, transférer de la valeur avec ces mêmes caractéristiques, c'est-à-dire transfert sécurisé, transparent et décentralisé, c'est-à-dire sans organe central de contrôle. Très très clair. Allô, allô? Oui, ça fonctionne. Très clair, merci Clément. Alors, une fois que ces quelques rappels ont été réalisés, qu'est-ce qui ferait une bonne blockchain d'une mauvaise blockchain? Parce qu'on a eu un espèce de blockchain washing il y a quelques années. Je crois que cette vague est retombée, mais on a voulu blockchainiser tout un tas de trucs et il suffisait de vendre un machin qui avait été sur blockchain pour que tout à coup on puisse tripler le coût, au contraire faire une opération marketing choc. On est d'accord, la blockchain, comme tout buzzword dans l'innovation, c'est le cas aussi pour l'intelligence artificielle, a eu une vague un peu même absurde, voire parfois ridicule, où c'est de blockchainiser tout et n'importe quoi. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait une bonne blockchain? C'est très simple, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Donc si on a besoin de, par exemple, s'auto-organiser entre acteurs qui veulent garder des informations confidentielles, on va plutôt s'orienter vers des blockchains privées. Si on a besoin de ce qu'on appelle les smart contracts, on va en parler avec la tokenisation tout à l'heure, c'est-à-dire de programmer, de faire des transferts programmables, alors on va plutôt s'orienter vers Ethereum ou des logiques similaires à Ethereum. Si on a besoin de se baser sur une infrastructure extrêmement sécurisée et robuste, pour typiquement de l'eurodatage, de l'enveloppe solo numérique, on va se baser sur Bitcoin. Donc ça dépend de l'usage. Merci. Alors, en bon français que nous sommes, on a souvent tendance à rester un peu théorique. Il paraît qu'on a parmi les meilleurs chercheurs au monde, mais on peine parfois à passer au cas concret d'usage. Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'avais pensé que Marc avait toute sa légitimité parmi nous et pouvait nous éclairer, car vous vous souvenez peut-être du projet Madré, premier projet d'une banque centrale, alors sans vouloir faire du cocorico, c'est quand même pareil, intéressant de le rappeler, qui a été mise en œuvre par la Banque de France, en partenariat d'ailleurs avec Blockchain Partner. Est-ce que, Marc, vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte? Pourquoi, quel projet avait été mis sur blockchain? Pourquoi celui-ci?
Et puis peut-être de manière un peu plus anecdotique, comment se passe un peu dans la vraie vie, si je puis me permettre, une coopération entre les banquiers de la Banque de France qui ont quand même une certaine image. Et et les start-upers qui débarquent. Alors ils sont plus en Converse, hein, vous avez vu, mais On a échangé nos vêtements avant la table ronde. D'ailleurs, c'est une anecdote qui nous avait frappé, c'est-à-dire que quand on a lancé le projet, je vais y revenir rapidement sur la genèse, mais juste cette anecdote, la première rencontre avec Blockchain Partner, qui s'appelait pas Blockchain Partner à l'époque, on était 6 ou 7, en fait 3 ou 4 de chaque partie. Et chacun, sans le savoir, avait, peut-être pour faciliter le dialogue dans une relation qu'on ne maîtrisait pas, échangé nos codes vestimentaires. Et finalement, on était, je pense, aussi mal à l'aise les uns que les autres. C'est-à-dire qu'il y avait les nœuds de cravate de travers côté Blockchain Partner et les cols boutonnés mais sans cravate côté Banque de France. Alors oui, on m'a demandé Zoé m'a demandé de faire un petit retour d'expérience sur Madré, ce qui ne cesse de m'étonner parce que ça fait quand même maintenant 3 bonnes années que c'est derrière nous. Alors peut-être la preuve aussi que on a encore du mal à faire émerger des sujets autour de la blockchain. Bon, néanmoins, je veux bien me prêter à l'exercice, peut-être le prendre sous un angle plus que sur la technologie ou le sujet même, le cas d'usage, sur l'aspect innovation. Manière de mener un projet d'innovation. Alors simplement pour rappeler au cas où ce qu'est Madré, c'est un projet qui vise à utiliser la blockchain pour gérer les identifiants créanciers SEPA. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que c'est. Historiquement, en France, c'est la Banque de France qui a la gestion de ces identifiants et qui avait la responsabilité de les délivrer selon un process qui n'était, on va dire, pas très efficace et quelque peu long, simplement délivrer un identifiant permettant d'émettre des avis de prélèvement. Et donc, on a finalement eu la chance d'avoir un cas d'usage idéal pour utiliser sur une blockchain, qui est la gestion et le partage d'un référentiel. Donc, extrêmement simple d'un point de vue technique, sans enjeu financier, ce qui au sein d'une banque centrale est quand même assez rare. Et donc, finalement, voilà, une conjonction de bonnes étoiles qui s'est nouée au-dessus de ce projet. Alors aujourd'hui, où on en est, 80% des identifiants sont délivrés via la blockchain interbancaire. On sera à plus de, probablement autour de 95% avec les dernières banques qui nous rejoindront dans l'année 2020, donc à la fin de 2020. Et on commence à réfléchir à une possible extension à la gestion d'autres référentiels, donc du réseau qu'on a créé pour gérer d'autres référentiels interbancaire. On a par ailleurs commencé également à faire évoluer cette plateforme en faisant évoluer les consensus, mais c'est peut-être un sujet sur lequel on viendra plus tard. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la présentation de dessous, la Banque de France va vous faire voyager. Je vous propose aussi un petit voyage dans le temps et qu'on se remette en 2016. À ce moment-là, la blockchain est en haut de la hype curve. Tout le monde en parle. Quasiment personne ne connaît. Sauf quelques experts, mais pas vraiment dans le monde bancaire. C'était plutôt du côté des startups qu'on ne côtoyait pas trop à ce moment-là. Et donc, au sein de la Banque de France, c'est aussi le moment où s'est lancé le plan stratégique Ambition 2020, dans lequel il y avait une forte connotation digitalisation, qui s'est aussi traduite organisationnellement par la création d'une direction de la transformation digitale et la création du Lab Banque de France, qui est un lieu, alors ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas un laboratoire de recherche, c'est un lieu de rencontre entre les métiers de la banque et l'écosystème innovant. Et donc, c'est à travers ce lab qu'on a commencé à nouer des relations avec les startups. Et le projet Madré
a été la première occasion de le faire sur un cas concret avec Blockchain Partner. Alors dans ce cadre-là, nous, en tant que responsable, je dirige un service qui est responsable du design du système d'information, donc c'était des technologies sur lesquelles on devait absolument avoir de la visibilité et comprendre de quoi on parlait. Au début, pas vraiment pour faire un projet, mais surtout pour comprendre ce que la technologie pouvait changer dans l'ingénierie financière et finalement avoir des clés de compréhension sur l'évolution possible des fonctions de la Banque de France ou de la supervision. Et donc, on s'est simplement, au sein du service, lancé dans une démarche concrète de jouer avec la blockchain en nouant donc ce partenariat avec Blockchain Partner. Très rapidement, on s'est dit, on voit des choses, finalement, il y a des choses assez simples qu'on peut faire rapidement, à un coût largement maîtrisé. Et pour sortir de nos bureaux, on a cherché donc le cas d'usage qui permettait de lui donner un vernis un peu bancaire. Et donc rapidement, ce que je disais tout à l'heure, on est retombé sur ce sujet de gestion de référentiel des ICS. On était en avril 2016, on a joué avec la blockchain pendant 3 mois. Fin juin, on présente nos maquettes et notre idée à la direction des services bancaires. Et la semaine d'après, on la présente à Denis Baud, qui à l'époque était directeur général. Et qui nous dit, alors souvent on se dit un projet, il est lancé, il y a un vrai business case, une vraie rationalité. Et là, quelque part, pas vraiment. Le vrai sujet, ça a été de dire, la blockchain, tout le monde en parle. Il faut vraiment que la Banque de France se positionne. Le gouverneur intervient en janvier 2017 dans une conférence où il serait intéressant s'il puisse annoncer quelque chose sur le sujet, suite à la présentation qu'on avait faite. Et la question tombe, est-ce que vous êtes capable en 6 mois de développer une application interbancaire ? Silence autour de la table, tout le monde se regarde parce qu'un projet de 6 mois dans le monde interbancaire, lancé par la Banque centrale, avec l'objectif de déboucher en production, c'est pas quelque chose avec lequel on était très familier. Il repose la question, donc on dit on n'a pas le choix, on dit écoutez, on ne sait pas, mais on va essayer. Donc je transforme un peu la citation de Mark Twain, hein, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Nous, on ne savait pas si c'était possible, alors on a essayé. Et in fine, ça a marché. Et aujourd'hui encore, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ça a pu marcher. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé les travaux en juillet. On a contacté les banques. On s'est mis autour de la table. On a dit voilà l'objectif. Est-ce que vous êtes partant ? Et là, je pense qu'il y a eu un vrai levier. Alors, on rentre vraiment dans la partie innovation. Je pense qu'il y a un vrai levier humain. C'est-à-dire que les banques, et certains l'ont dit autour de la table, en avaient marre de passer pour les cancres en matière d'innovation. Et disent, il serait aussi temps qu'on soit capable, nous, de prouver qu'on fait quelque chose. Alors, a fortiori, si c'est la Banque centrale qui le propose, difficile de ne pas jouer le jeu. Et je pense que c'était une des vraies raisons du succès du projet, c'est que finalement, tout le monde a joué le jeu. On ne savait pas où on allait, mais on y allait ensemble. On a mis tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posaient sur la table. On a trouvé des solutions en commun. Et puis, la dynamique a pris et on est arrivé au résultat qu'on a eu. Donc, il y a une vraie leçon à en tirer, c'est-à-dire un sponsorship fort, une idée, mais finalement, qui derrière l'idée, une volonté pour différentes raisons de tous les acteurs d'y arriver, une vraie transparence sur les échanges sans arrière-pensée, et avec l'aide des personnes dont on a besoin au moment clé, on a sorti le projet. Et maintenant, ça tourne. Alors, il y a peut-être des points importants sur des choses qu'on en retient. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous a quand même, au-delà du fait qu'on peut continuer à étendre l'usage du réseau à d'autres usages, on a surtout développé une compétence qui est extrêmement utile aujourd'hui dans des réflexions qui sont d'une autre
d'un autre niveau, avec d'autres enjeux. Mais je pense que c'est un des sujets qu'on va aborder dans la table ronde autour de la tokenisation de l'économie ou des monnaies digitales. Merci beaucoup, Marc. Effectivement, c'est assez fascinant de voir que la Banque de France, non seulement j'ai l'impression, ne craint plus l'innovation, mais elle essaie même de l'embrasser. Donc, c'est très, très encourageant. Ouais, c'est peut-être un point important aussi, c'est effectivement que ça a été un accélérateur de notre propre transformation interne, en termes de place de l'innovation, de place de l'innovation dans les discours au quotidien au sein de la banque, et probablement en termes de crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème innovant et au sein de l'écosystème banque centrale européen. Très bien. Je vais peut-être me tourner vers vous, William et Alexandre, sur la loi Pacte. Alors, on la connaît toutes, la loi Pacte, un peu, de loin, mais pas forcément sur les cryptos, en tout cas dans l'auditoire, j'imagine. Est-ce qu'on peut peut-être déjà poser la question quoi? Donc, que régule-t-on dans la loi Pacte? Comment et par qui? Bonjour et merci. Oui, alors déjà, qu'est-ce qu'on régule dans la loi Pacte? On régule les actifs numériques, les jetons d'Initial Coin Offering et les actifs numériques. Les actifs numériques recouvrant à la fois les jetons d'ICO définis par la loi Pacte et les monnaies virtuelles définies par la 5e directive anti-blanchiment. Donc ça comprend le Bitcoin, l'Ether, le Ripple et tous les autres. Donc c'est très large en fait. C'est très large, mais par contre, c'est tout ce qui n'est pas instrument financier. C'est-à-dire que un cryptoactif qui aurait des droits à dividendes ou des droits à coupons passerait dans la régulation, automatiquement dans la régulation des instruments financiers, et donc la régulation traditionnelle. Donc, c'est le cas, pardon de vous couper, ça serait le cas par exemple du coup des STO, exactement, qui n'est pas couvert par la loi Pacte. Exactement, les STO, les émissions d'actions par exemple sur blockchain, sont régulées de façon traditionnelle, c'est-à-dire par prospectus, le PACMIF et toutes les régulations habituelles. Donc là, ce que fait la loi Pacte, finalement, c'est combler un vide juridique, le no man's land, exactement, sur un périmètre qui n'était pas régulé, puisque c'est ce qui n'était pas dans la régulation traditionnelle, c'est tout le reste. Donc c'est voilà, c'est quand même très vaste. Par ailleurs, il faut le dire tout de suite, c'était un vide juridique, et c'est assez largement un vide juridique dans le monde, mais ça explique aussi en bonne partie pourquoi ce régime est optionnel. Il est national et optionnel dans une très large mesure, puisque s'il avait été obligatoire, il aurait été le premier, et ça aurait été de nature soit à faire fuir, soit aussi à empêcher certaines innovations, en tout cas peu compétitif, puisque seule la France aurait été avec un régime obligatoire sur son territoire. Par ailleurs, comme les offres de jetons et puis les offres de services se font sur Internet, et exclusivement sur Internet, eh bien, il n'y a pas de frontières. Donc ce serait assez maladroit de tenter de faire quelque chose à l'échelle française. Ça aurait nettement plus de sens à l'échelle européenne de faire quelque chose d'obligatoire, pour le coup. C'est tout à fait différent. Et encore mieux à l'échelle internationale. Donc qu'est-ce qu'on régule? Des actifs numériques qui sont tout sauf des instruments financiers, donc tout sauf les actions et les obligations. Donc ça peut être des jetons donnant des droits sur des services, donnant des droits sur des biens. Ça peut être des stablecoins éventuellement, même si là, il y a des questions qui peuvent se poser sur la nature de ces stablecoins et est-ce qu'ils n'entrent pas dans d'autres cases de régulation. Ça peut aussi être des crypto-monnaies qui ne donnent pas de droits particuliers, comme le Bitcoin. Quand on y réfléchit, il ne donne pas de droits, c'est juste un actif de paiement, si vous voulez. Voilà pour ce qu'on régule. Comment ? Avec deux piliers, vous l'avez dit, donc un triptyque, mais il y a notamment deux piliers, c'est la régulation des offres au primaire, la régulation donc des ventes de jetons nouveaux, les Initial Coin Offerings. Donc là, c'est tout émetteur qui le veut peut demander un visa à l'AMF avant son offre pour prouver son sérieux, pour montrer qu'il respecte certaines normes et surtout donner beaucoup d'informations à ses investisseurs et les rassurer. Également les rassurer sur la partie sécurité et pour se protéger et protéger tout le dispositif relativement au blanchiment. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est pour nous les marchés secondaires, c'est-à-dire la régulation des bourses, des courtiers, des conservateurs et de tous les autres fournisseurs de services sur ces actifs numériques. Et donc, dans le nouveau jargon, ce sont les prestataires de services sur actifs numériques. Ce terme est assez proche du terme prestataire de services d'investissement, et pour cause, c'est assez inspiré.
quand bien même c'est en très bonne partie optionnel, eh bien c'est c'est un régime qui est quand même assez proche du régime des prestataires de services sur investissement. Prestataires de services d'investissement. Qui régule? Eh bien principalement l'AMF. L'AMF est guichet unique pour la partie ICO, et même est totalement responsable de la partie ICO, et est guichet unique pour la partie prestataire de services sur actifs numériques. Cependant, concernant la régulation des diligences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, eh bien l'AMF est aidée par l'ACPR, et l'ACPR sera également superviseur sur cet aspect pour certains services, et en nommément la conservation d'actifs numériques et l'achat-vente d'actifs numériques contre monnaie en cours légal. Bien voilà. Très bien, merci. Alors, vous avez commencé à évoquer, Alexandre, chuchoter sur la partie Lab FT. William, je me tourne peut-être vers toi. Alors, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts, donc on est moins... Quoique, mais on fait un peu moins de raccourcis. Bitcoin égale, on peut acheter des petits enfants sur le dark web. Voilà. Bon, alors il y a eu un certain nombre de messages du législateur, du régulateur qui ont aidé à se refaire une réputation pour les cryptos. Donc, qu'a apporté la loi Pacte là-dessus, sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et est-ce suffisant finalement? Alors, avant d'aborder ce que la loi Pacte a apporté, on a un problème fondamental, et je pense que là c'est vrai pour tous les organes de régulation et les praticiens, et donc moi en l'occurrence certains de mes clients, c'est que c'est évident qu'il y a de la criminalité qui utilise des crypto-monnaies. Je pense notamment à tout ce qui est ransomware et darknet. Après, on n'a aucune idée en fait, et on a très très peu de données fiables, académiques, qui permettraient de comprendre de quoi on parle réellement. C'est-à-dire que moi j'ai une collection dans mes documents d'études sur le sujet, et les estimations vont de 1% des transactions qui seraient sales à 80%. Et nous c'est un peu quelque chose qu'on déplore, même si personne n'est responsable, c'est qu'on a un manque d'informations, ce qui laisse évidemment libre cours à tous les discours, soit pro-crypto-monnaie, à outrance, soit à l'inverse, c'est ce qu'on entend le plus dans la presse, dire que les crypto-monnaies sont, ou en tout cas étaient, une monnaie 100% criminelle. Ce qui est absurde, c'est un moyen de paiement en ligne. Après, on peut l'utiliser à bon comme à mauvais escient. Ce que la loi Pacte... Oui, pardon. Oui, non, et puis on lisait aussi qu'il est plus facile finalement en termes de traçabilité d'arriver avec sa petite mallette de dollars qui pour le coup a zéro traçabilité. Oui, il y a sûrement des moyens plus faciles pour blanchir. Après, je ne suis pas là pour vous donner des conseils là-dessus, mais je n'en demande pas. Hein. Non, mais je peux juste vous assurer que moi, j'ai pas mal de clients qui ont des problématiques fiscales dans notre cabinet notamment, parce que c'est ça le gros sujet en fait du blanchiment pour les personnes qui ne sont pas des geeks ou des criminels en ligne, qui ne sont pas nos clients, je vous rassure. C'est les personnes qui tout simplement ont des bitcoins et veulent le déclarer, ou parfois, comme tout contribuable, cherchent à en déclarer le moins possible. Et je peux vous assurer que c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, le marché a anticipé les dispositions qui sont dans la loi Pacte, ce qui me permet de faire la transition. La loi Pacte, elle a donc toute une partie optionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez demander un agrément ou pas, et quand vous demandez cet agrément, évidemment, vous êtes soumis aux standards de lutte contre le blanchiment. Mais vous avez également un certain nombre de services, les services les plus sensibles, qui eux vont être soumis automatiquement à la lutte contre le blanchiment. C'est les services notamment de conservation donc d'actifs numériques pour le compte de tiers, tout ce qui est custody. Et vous avez aussi, et c'est un peu la porte d'entrée un peu entre l'économie réelle, on va dire, ou euro, et l'économie ou le marché crypto, c'est les services d'échange d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal. Et en fait, c'est là où le match se joue, c'est-à-dire qu'un criminel ne peut pas manger ses bitcoins. Et quand je vous dis ça, j'ai une anecdote qui va vous parler. Le plus gros marché sur le darknet qui a été créé dans le monde, ça a été Silk Road en 2013-2014. Il y a eu une enquête du FBI et son fondateur, Russell Breach, a été condamné à la prison à perpétuité. Et ben Russell Breach, le jour où il s'est fait arrêter par le FBI, il avait, je crois, peut-être 200 ou 600 000 bitcoins, ce qui à l'époque valait déjà des dizaines de millions de dollars et aujourd'hui valent des milliards de dollars. Il dormait dans le garage de sa mère. Parce qu'en fait, à l'époque, il ne pouvait pas le changer, il trouvait aucun moyen de le changer en dollars. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est sur cet échange Bitcoin, Ether ou ce que vous voulez versus fiat. La loi Pacte va rendre cet assujettissement obligatoire. Il est en pratique déjà appliqué dans
les principales plateformes européennes, américaines, qui sont celles que 99% des gens utilisent, ou même françaises. Et après, il y a la dernière question qui est, c'est quoi la bonne dose de LCBFT? Il y a une chose qui est évidente, c'est que quand vous êtes assujetti, vous devez l'être pleinement. Mais ça, le débat n'est pas là-dessus. Après, le débat, il porte aujourd'hui plus sur les services qu'il faut assujettir. Par exemple, est-ce que des services d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques doivent être assujettis à la LCBFT? Aujourd'hui, vous avez la 5e directive anti-blanchiment qui n'a pas étendu le champ de la lutte contre le blanchiment jusqu'à là. Elle s'est arrêtée à tout ce qui était custody et fiat to crypto. Et vous avez par exemple les recommandations GAFI qui, elles, en gros, veulent transformer le secteur crypto, veulent réguler le secteur crypto comme on régule le secteur bancaire avec les SEPA, en sachant que ce n'est pas les mêmes réalités technologiques. Donc là, il va y avoir un débat qui va commencer très, très bientôt et qui va, je pense, ce ne sera pas inintéressant. Alors les ICO, dans tout ça, donc Alexandre, tu nous en as touché 2 mots. Voilà, on comprend que vous êtes le guichet qui donnait l'agrément ou non à ces ICO. Alors où en est-on? Je me souviens de la table ronde sur la blockchain en 2017. On attendait un peu comme le Messie ce fameux visa. Voilà, est-ce que ça se bouscule au portillon? Est-ce que vous avez combien de dossiers enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous êtes en mesure de nous dire, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, c'est vrai qu'on attendait déjà une loi qui puisse nous rendre compétents, puisqu'on était en vide juridique. Alors, on a obtenu la loi Pacte, dont on rêvait encore il y a 2 ans. La loi Pacte a été promulguée en mai 2019. C'est quand même assez récent, ça a quand même mis un certain temps. Ensuite de ça, il a fallu quelques textes d'application pour les ICO. Ils sont sortis en juin. Règlement général de l'AMF et une instruction qui donne notamment un modèle de document d'information, modèle de white paper pour les ICO. Alors maintenant, est-ce qu'on a reçu des dossiers? Oui, entre 5 et 10. Voilà. Et je suis assez confiant pour qu'on ait un premier whitelisting, un premier visa avant Noël. Voilà. Alors du coup, je vais aborder aussi la partie prestataire de services sur actifs numériques. Et bien là, les textes d'application sont encore attendus. Normalement, un décret devrait sortir aujourd'hui. Voilà, un décret simple, et un autre est attendu de la part du Conseil d'État, qui sera, si dans vaut acceptation, avec un délai dérogatoire par rapport à d'autres administrations. Par ailleurs, sont prêts également à l'AMF le règlement général de l'AMF qui donnera les règles de bonne conduite et les règles d'organisation pour chacun des services, un peu comme pour les prestataires de services d'investissement, et 2 instructions, l'une sur la cybersécurité, l'autre sur la liste de pièces et la lutte contre le blanchiment. Du coup, on aura 5 documents en français et en anglais, les traductions en anglais également. Tout cela sera publié sur le site de l'AMF, normalement début décembre pour le règlement général et les 2 instructions. On pourra aussi remarquer que, justement avec la cybersécurité, le régime PSAN va un peu plus loin que le régime PSI. De même que sur la LCBFT ou sur la conservation, il a été adapté. À l'inverse, avec des éléments en plus. Il a aussi des éléments en moins, par exemple en termes de reporting, pour qu'il n'y ait pas un fardeau sur des acteurs qui sont encore en train de monter en puissance. Donc voilà un peu la loi Pacte, c'est quelque chose d'un peu plus adapté aux cryptoactifs, avec des additifs et aussi des éléments en moins pour certains. Alors du coup, que penser des STO? Alors on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Est-ce que c'est, j'ai même entendu dire les ICO sont morts, vive les STO. Alors est-ce que les STO sont les nouveaux ICO? Qu'en pensez-vous, les STO étant les Security Token Offering, au fait? Je ne sais pas si je commence. Oui, donc oui, aussi offre d'action ou d'obligation sur blockchain. Eh bien, il y en a eu en France déjà. Quelques startups en ont fait. Il y en a eu également une, même si elle est à la limite d'être une offre, c'est celle de Société Générale. Il y a eu un communiqué, c'est pour ça que je peux en parler. C'est-à-dire qu'une filiale de Société Générale a vendu des titres obligataires à sa maison mère sur blockchain, Ethereum public. C'est une transaction en comptabilité réelle, mais par contre, ce n'est pas une offre au public, pas à ce stade. Donc il y en a. Comment on les accueille? Eh bien, avec le régime de régulation habituel, traditionnel. Est-ce qu'il est adapté? Partiellement oui, partiellement non. On a fait une étude juridique à l'AMF complète. De notre point de vue, il n'y a pas de problème majeur au niveau de l'émission des titres. Les textes s'appliquent, il n'y a pas de problème majeur, quelques petits points, mais ce n'est pas des obstacles. Par contre, au niveau des marchés, de la partie marché secondaire de ces titres sur blockchain,
nous pensons qu'il y a un problème, un obstacle de régulation au niveau du dépositaire central. C'est le texte CSDR, la régulation qui impose d'avoir un dépositaire central dès lors que les titres sont cotés. Donc pour des security tokens qui seraient cotés, eh bien, nous pensons qu'il y a un obstacle à leur développement au niveau de ce texte. Pour les titres non cotés, en revanche, pas d'obstacle. Et enfin, en matière de gestion d'actifs, pour compléter mon point, pas d'obstacle majeur non plus. Donc en fait, un seul souci. Les STO, ça fait Au niveau de la régulation des titres. Ça fait la transition parfaite avec la tokenisation dont Clément est un expert. Alors effectivement, la Société Générale a fait une expérimentation assez pionnière cette année, puisqu'ils ont tokenisé pour la première fois sur une blockchain publique, donc sur Ethereum, l'émission d'une obligation. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fait finalement la moitié du chemin, puisqu'ils n'ont pas tokenisé l'autre partie, qui est la partie règlement, et qui est donc la partie cash, trésorerie. Et ça, cette partie, elle a été faite ensuite, ça a été annoncé en septembre par Santander. Ça a été fait par Santander donc, plus récemment, et donc ils ont tokenisé en fait de bout en bout. Ils ont tokenisé d'une partie l'émission de l'obligation et d'autre part le règlement. Par contre, là encore, ils l'ont fait à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils se sont vendus à eux-mêmes l'obligation. Donc, en fait, on peut appeler ça une expérimentation en production, parce que c'est bien sur une blockchain publique, c'est pas sur une blockchain de test. Néanmoins, il n'y avait pas d'investisseurs véritables derrière. L'autre chose qui manque, il y a deux choses essentielles pour moi qui manquent encore pour que la tokenisation, on va dire, essaime. La première chose, c'est le marché secondaire, qui est aujourd'hui assez inexistant, donc, comme vous avez commencé à en parler. Effectivement. Alors là-dessus, ça va être intéressant de voir les initiatives, notamment de bourses, et plus généralement les initiatives de plateformes d'échange régulées, de justement security token, puisque c'est un élément essentiel pour ce marché secondaire. Et donc il y aura une bataille entre des acteurs traditionnels, donc des bourses par exemple, qui pourraient lancer ce type d'initiative, et des nouveaux acteurs qui lancent les mêmes initiatives. Et le deuxième blocage, mais qui est en train d'être partiellement levé, parmi d'autres, c'est la question du cash sur blockchain, c'est-à-dire la tokenisation de l'argent lui-même. Et c'est ce qu'on appelle, c'est toute la question des stablecoins. Et donc là-dessus, en fait, l'idée, c'est de représenter numériquement le dollar, l'euro, etc. Et c'est là où ça touche à Libra, c'est là où ça touche à l'initiative que Bruno Le Maire a appelée de ses voeux, donc d'un e-euro, ou même d'une monnaie mondiale numérisée, etc. Et JP Morgan, par exemple, a lancé le JP Coin, qui est en fait une initiative privée, d'une banque privée, à destination justement de tous ces acteurs, mais en fait qui a rempli le même objectif que pourrait remplir un e-euro. Et donc ça, c'est un phénomène qu'il va falloir suivre attentivement dans les prochains mois. Et là-dessus, il y a plusieurs configurations possibles. On parle de crypto-euro pour pouvoir interfacer le monde financier traditionnel avec cette nouvelle économie numérique rendue possible par les cryptoactifs. Donc un crypto-euro, ça serait quelque chose qui serait vraiment dans le monde blockchain. Et on parle par ailleurs de e-euro, c'est plutôt ce dont Bruno Le Maire parlait, qui n'a en réalité rien à voir. Un e-euro, ce sera simplement un euro numérisé, qui en fait serait une représentation numérique de l'euro, mais qui ne permettrait pas forcément de faire des ponts avec cette nouvelle économie numérique rendue possible par les cryptoactifs. Bon, tout ça est un peu nébuleux, j'en conviens, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a acteurs privés traditionnels, bancaires, acteurs privés tech, donc Facebook avec Libra, acteurs publics avec les États, les institutions, et par ailleurs les blockchains publics qu'on peut considérer comme des communs, comme des biens publics, que sont typiquement Bitcoin et Ethereum. Donc c'est un peu ça le paysage qu'il faut avoir en tête. 4 types d'acteurs qui font des déclarations, des annonces, avancent, etc. La Chine veut lancer son yuan numérisé et devrait commencer à le sortir à partir de Noël, d'après les derniers échos, justement.
Alors, comme vous savez que dans l'auditoire, ce sont essentiellement des banquiers. Que doit penser un banquier, que penser de cette évolution? Comment réagir? Comment les banques vont-elles être impactées? C'est une évolution du marché et les banques auront des nouveaux services à proposer là-dessus, évidemment. Donc, si JP Morgan lance son coin, son stablecoin, c'est bien que, d'une part, cette banque croit dans le potentiel de toute cette tokenisation, mais aussi qu'elle se dit qu'elle a un rôle à jouer activement en proposant d'elle-même quelque chose qui pourrait devenir un standard. Si le JP Coin devient un standard, c'est intéressant pour elle, plus que si le Libra devient un standard en termes de stablecoin. Et par ailleurs, il y a toute la question de la custody, donc la conservation des clés, qui fait partie des clés privées. Donc tout ce qui a trait en fait à la sécurité de ces nouveaux actifs pour les différents investisseurs. Là-dessus, il y a un énorme enjeu et les banques auront bien évidemment un rôle à jouer essentiel. Ça fait partie des nouveaux services, une nouvelle gamme de services qui pourraient être proposés. Et les banques me semblent en première ligne pour proposer ces services. En termes de législation, William, sur la tokenisation, où en sommes-nous et de quoi avons-nous besoin pour qu'il y ait un véritable essor du sujet? Alors, il y a deux sujets sur la tokenisation, qui dépend évidemment de ce que vous tokenisez. Comme l'a dit très justement Alexandre, si vous tokenisez des parts d'immeubles ou des actions ou ce genre de choses, vous allez être en fait à droit constant, ce qui est plus une source de problèmes juridiques qu'autre chose en réalité, même si après parfois il y a des régimes qui s'adaptent bien avec cette technologie, qu'on peut dans ce cas-là voir comme en fait un nouvel outil numérique. Donc bon, pourquoi pas, c'est comme passer d'une ancienne version d'Excel à une nouvelle quelque part. Après, vous avez la question des stablecoins, et là, ça se complique grandement, puisque vous avez plusieurs échelons de régulation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous avez un premier échelon, si on prend par exemple un exemple comme le JP Coin ou la Libra, vous avez le premier échelon, c'est de dire c'est une monnaie électronique, parce qu'il y a un rapport de créance vis-à-vis d'un tiers. Donc dans ce cas-là, vous avez un régime aujourd'hui qui existe, qui est assez lourd, et qui est totalement d'ailleurs, qui est relativement inadapté à ce type d'acteur. Vous avez un deuxième échelon de régulation qui est le PSAN, puisque vous pouvez, en tout cas juridiquement, moi je pense qu'il y a des possibilités, même si c'est un peu, il y a une question d'opportunité, hein, mais vous pouvez essayer de faire rentrer votre stablecoin dans le régime PSAN, et dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier de l'optionnalité. Et vous avez un troisième échelon qui n'est pas vraiment réglementaire, c'est en fait qui est très politique. Et on l'a vu avec Libra, c'est quand même la première fois, je pense, que vous avez un projet technologique où en fait Facebook a dit bon, je vais créer un nouveau moyen de paiement fondamentalement, et en face les réactions, en tout cas en Europe et en particulier en France, ça a été la souveraineté monétaire, qui est un vaste mot dans lequel on fait rentrer beaucoup de choses, à mon avis un peu à tort et à raison, mais là-dessus vous avez aussi la question presque de l'acceptation sociale de ce type de projet, parce qu'on est et je pense que c'est ça qui est important, c'est que il y a d'ailleurs une tribune, je crois, des Échos de ce matin qui expliquait qu'on était en fait à un moment de changement de technologie monétaire, ce qui est quelque chose d'énorme et qui va prendre du temps, hein. Je dis pas que c'est pour demain matin. Et à l'occasion de ce changement, vous allez avoir des perdants, des gagnants, et une redistribution des cartes et une évolution du droit qu'on attend, parce que pour l'instant, on est en train de prendre le régime PSI et de l'adapter aux cryptos. Demain, il faut bien comprendre que si les crypto-monnaies et les blockchains se développent, vous allez avoir, en fait, la blockchain va influencer le droit. Et voilà, donc c'était une réponse un peu large, mais en gros, voilà, il y a plusieurs, sur les stablecoins en tout cas, juridiquement, c'est très très compliqué aujourd'hui de savoir comment ça va être régulé, pourquoi et par qui, quoi. Alors du coup, Alexandre, vous avez autre chose Non. Du coup, je voudrais juste, plus par curiosité pour l'anecdote, mais donc suite à l'annonce en grande pompe de Libra, je serais intéressée de faire un petit tour de table pour avoir votre opinion sur sa sortie. Parce qu'il y a eu beaucoup de com, 28, déjà je crois 27 ou 28 sociétés qui faisaient partie du consortium. On n'est plus qu'à 21 puisque Visa, Mastercard, PayPal sont sortis. Donc du club des 27, on est passé au club des clubs des 21. Voilà, comment voyez-vous les choses et le fait que toutes les, dans le monde, il y a eu un peu une levée de boucliers. Pensez-vous que Libra vous verra un jour le jour?
Je ne sais pas si Libra verra le jour, mais si c'est pas Libra, pour moi, ce sera un Google Coin, un Apple Coin ou quelque chose d'équivalent. Donc, un GAFA, typiquement. La question, de toute façon, de savoir si on doit, de comment on le traite et ce qu'on fait nous en conséquence, de toute façon, est pertinente à mon sens. Alors d'ailleurs, on a eu la chance de voir les fondateurs de Libra, que ce soit de l'association et puis qui sont venus nous voir à l'AMF. Ce qu'on en pense, déjà, ça reste un projet. Donc juridiquement, je fais d'abord la réponse d'experts. C'est pas, d'experts juridiques et l'AMF. Il n'est pas clair de savoir si ça peut être une part de fonds, le Libra lui-même. Est-ce que ça peut être un moyen de paiement? Est-ce que ça peut être un actif numérique de la loi Pacte? Parce que on n'a pas de, il y a rien de définitif chez Facebook et ses partenaires. Maintenant, plus intéressant, la partie politique, là, on touche effectivement à des questions de souveraineté, d'acceptation sociale, et donc on considère à l'AMF qu'on doit encore attendre le politique à ce sujet. Donc je fais une réponse. Ouais, oui. Non, alors maintenant, le deuxième aspect, là où on est légitime, c'est quand même, on considère qu'on a un besoin d'un stablecoin par ailleurs. Puisque, comme ça a été dit par Clément, on a deux soucis. La partie titre, il nous manque des marchés secondaires, et pour cause, donc on a ce souci que j'évoquais en droit européen, donc ça on y travaille d'ores et déjà. Et l'autre aspect, c'est bien la patte cash. Il nous faut effectivement, et nous l'appelons de nos voeux, et plusieurs banques l'appellent de leurs voeux, un stablecoin interbancaire facilitant les transferts de titres sur blockchain pour que les deux pattes puissent être faites de façon concomitante, sécurisée, avec moins d'étapes et donc moins de risques potentiellement, si du moins les développements permettent de confirmer ces potentiels. Et donc, nous sommes en faveur d'un stablecoin interbancaire en euros. Et je crois avoir vu également, dans un discours de Denis Baud d'octobre, le même souhait exprimé, comme Robert Ophel début octobre, pour le compte de l'AMF. Lors de la Rodière hier, pareil, était interviewé par le journal du coin, journal du coin, et pardon. Oui. Coin. Donc voilà, un peu juste pour. Ça allait tout à fait dans le même sens. Oui, tout à fait. Donc juste pour terminer de répondre à la question, autant Libra, on ne sait pas encore exactement comment on le traitera, autant nous pensons qu'il faut contre-attaquer, c'est bien ça le terme, avec un stablecoin en euros, au moins au niveau interbancaire, pour faciliter l'efficacité de nos règlements livraison. Sans revenir sur les aspects juridiques, il y a une chose que Libra aura fait que le projet débouche sur quelque chose ou pas, c'est que ça a brisé vraiment une forme de plafond de verre, c'est-à-dire que la crypto n'est plus vraiment un sujet de rigolade. Moi, je comprends tout à fait, le Bitcoin, l'Ether, c'est mignon, ça concerne quelques milliers de personnes en France, un petit peu de Darknet, mais c'était vraiment quelque chose d'anecdotique. Aujourd'hui, avec Libra, on se rend compte que cette technologie commence à faire peur, et elle fait peur tout le monde. C'est encore une fois la première fois que vous avez quand même un projet technologique qui se retrouve avec tous les gouverneurs des banques centrales du monde, enfin en tout cas les principales. Ça a fait le G7, le G20, des auditions devant le Sénat américain. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... je pense qu'il nous manque juste l'ONU, et je pense qu'on aura fait le tour des régulations internationales. Après, sur Libra en tant que tel, là-dessus, voilà, comme Alexandre l'a très bien expliqué, juridiquement c'est compliqué. Vous avez eu des pressions notamment sur certains des membres, notamment les membres régulés, de la part d'acteurs politiques américains pour qu'ils quittent le consortium. Moi, en tout cas, personnellement, les réactions politiques m'ont fait un peu peur. C'est-à-dire, il y avait quand même, je trouve que cette réaction de dire on va interdire Libra, notamment en France, ça révèle peut-être un manque d'anticipation de la part du pouvoir politique sur un sujet qui était quand même prévisible. Il y avait des fuites dans le Wall Street Journal depuis 6 mois. Et il y a aussi la question de contre-attaquer. Je pense qu'on est tous d'accord, surtout les Français, on aime bien avoir notre mot à dire, mais après, comment et avec qui ? Là, moi, je suis plus dubitatif. C'est-à-dire que je ne sais pas si les pouvoirs, enfin les pouvoirs publics et les administrations sont le bon échelon pour faire ce genre de technologie. Et je me demande, alors vous me direz, c'est peut-être un biais d'avocat, si le vrai moyen d'exercer notre souveraineté, c'est pas de faire des choix justement très politiques et très juridiques de régulation.
dit autrement, je me demande si c'est pas plus malin de réguler bien un acteur comme Facebook ou le suivant ou le Google qui sont bons pour ça, pour faire des belles interfaces, qui ont déjà la clientèle, etc. Plutôt que de créer un espèce de Minitel euro qui coûtera cher à nos impôts. Mais là, c'est une remarque très libérale. Je vais passer le micro. C'est un sujet un peu difficile pour la Banque centrale, et je ne vais pas faire ici, c'est pas mon rôle de faire des annonces en la matière. Simplement, je pense que tout ce qui a été dit sur la tokenisation de l'économie, inévitablement, amène à un besoin en termes de paiement ou de règlement, amène à un besoin de monnaie digitale et de tokenisation de la monnaie. Je pense que tout le monde l'a dit, on se rejoint tous là-dessus. Tant la BCE que la Banque de France sont extrêmement attentives à ce sujet et ne restent pas inactives. Il y a des réflexions en cours. Vous avez mentionné un discours de Denis Baud. Je pense que c'est de plus en plus fréquent. La question qui se pose par rapport au Libra et à cette thématique monétaire, c'est que on considère que la monnaie est un bien public au service du public et que ça ne peut pas être laissé à la main d'acteurs privés qui n'ont pas forcément le même type d'intérêt. En particulier avec des impacts potentiels sur la stabilité financière qui sont quand même des sujets assez complexes à suivre et à étudier. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, stabilité financière et propagation de la politique monétaire. Après, voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on est un peu la question de ce qui se passera à l'avenir est un peu incertain. Je pense qu'il y aura des initiatives en termes de paiement transfrontières ou en termes d'émission de monnaie. Quelle forme cela prendra? On a parlé, la Commission européenne a poussé récemment une approche qui est plutôt sur une monnaie digitale de détail. Nous, on pense que ce sera plutôt sur un type wholesale, donc monnaie de paiement, mais il est sûr que... Alors Libra, ça marchera pas, je ne sais pas. En tout cas, ils commencent à faire évoluer leur modèle et sortir d'un adossement à un panier de monnaie qui était le vrai problème pour finalement revenir à quelque chose qui se rapproche plus d'une monnaie électronique. Je pense qu'en tout cas, le point positif, c'est que ça a réellement fait accélérer la réflexion au sein de l'écosystème. Et justement, on peut regretter qu'il ait fallu attendre que Facebook se lance dans la crypto-monnaie pour que ce sujet soit pris au sérieux, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est plusieurs à alerter les pouvoirs publics sur ce sujet. On était encore avec William auditionné à l'Assemblée l'année dernière, on a tenu exactement ce discours de « attention, ça arrive », mais c'était pas pris spécialement au sérieux. Sur Libra, moi j'ai une conviction qui est assez claire, c'est que la Libra telle qu'elle a été annoncée par Facebook au départ, non seulement verra pas le jour en 2020, mais surtout verra jamais le jour, pour une raison très simple, c'est que la façon dont ils ont annoncé Libra, c'est une monnaie ouverte à tous. Or, à partir du moment où Facebook respecte les réglementations financières, et j'ai pas de doute sur le fait qu'ils devront les respecter et qu'ils les respecteront, à partir du moment où ils les respectent, en fait, de facto, Libra ne sera pas ouvert à tous, parce que rien que si on prend les injonctions du Trésor américain, Facebook ne va pas autoriser que Libra soit utilisable, achetable, échangeable par les individus, pays et entreprises jugés ennemis des États-Unis. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Donc Libra, de facto, aura des frontières. Et en fait, le plus probable, c'est que ça soit un lancement progressif, juridiction par juridiction, que ça prenne beaucoup de temps. Et d'ores et déjà, ceux qui ont initié Libra et ceux qui dirigent le projet commencent à dire que ça ne sera pas en fait, forcément en 2020. Même Zuckerberg lui-même a dit que ça ne sera pas nécessairement en 2020. Donc ça commence déjà à être repoussé. Et il y a quelques jours, Facebook a annoncé, on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais Facebook a annoncé le lancement de Facebook Pay, qui est un service de paiement unifié entre Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram, c'est-à-dire leurs 4 applications.
Et ça, en fait, c'est une forme aussi de... ça montre que Facebook ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et a bel et bien l'intention d'être un géant du domaine des paiements. Donc là, on pense tout de suite évidemment aux acteurs chinois qui sont déjà bien présents là-dessus. Et c'est bien la preuve que Facebook ne met pas du tout tous ses œufs dans le même panier, et que Libra, voilà, c'est une option audacieuse, risquée, mais qui peut-être, ils vont pas mettre en péril Facebook pour Libra. Par ailleurs, par rapport au sujet donc, dont on parle, le crypto-euro, de ce qu'on a entendu de Bruno Le Maire, etc., moi je reviens à cette distinction qui est essentielle entre un euro numérisé, qui n'a rien à voir avec un crypto-euro. Quelle est la différence ? C'est très simple. Un crypto-euro, c'est un pont entre la finance traditionnelle et cette nouvelle économie numérique. Alors on peut considérer, ça c'est de la prospective, hein, on peut considérer que cette nouvelle économie numérique, rendue possible par les cryptoactifs, c'est du flan, du vent, que ça ne marchera pas, etc. Il y aurait plein de raisons qui peuvent aller en ce sens. Par contre, si on se dit que c'est prometteur et qu'on ne veut pas rater la nouvelle vague d'innovation de demain, à ce moment-là, c'est un crypto-euro qu'il faut faire. Ce n'est pas un euro numérisé, parce qu'un euro numérisé, ça ne changera rien au problème. Et là-dessus, nous, c'est ce qu'on pousse. Et moi, j'observe avec beaucoup d'intérêt que l'AMF se positionne exactement sur cette position-là. J'observe que l'association des banques allemandes privées a tient exactement cette même position. Ils ont sorti cette position il y a 3 semaines. Et ils disent, effectivement, il y a besoin de s'interfacer avec Ethereum en particulier, et avec les autres blockchains publiques qui vont se développer. Donc voilà, ça c'est la prospective, c'est de la stratégie un peu de moyen-long terme. C'est pas forcément quelque chose que on est super bon pour le coup en France en ce moment, mais voilà, il va s'agir de pousser les bons arbitrages, parce que là vraiment il s'agit pour le coup d'une question de souveraineté. Et là où je suis en désaccord avec toi, William, c'est que moi je pense que la puissance publique, elle doit lancer, ou elle doit participer à lancer ce crypto-euro, quitte à effectivement, avec tous les risques qu'il y a dedans, donc effectivement le risque encore un nouveau cloud souverain, un nouveau Minitel, etc. Effectivement, c'est un risque. Pour moi, il faut encadrer ce risque, c'est-à-dire faire les choses de telle façon pour limiter ce risque. Mais si la puissance publique ne le lance pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le lancer, ce crypto-euro. Parce que n'importe quel acteur privé peut lancer un crypto-euro, et ensuite, si ça devient le standard, c'est simplement un acteur privé, type un Facebook, qui aura finalement le contrôle dessus. Donc là, on aura perdu encore plus de souveraineté. Très bien. Moi, mon propos n'était pas de dire que la puissance publique ne devait pas être impliquée. De toute façon, elle le sera, puisque l'euro, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est avant tout une reconnaissance légale d'une monnaie, en fait. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté. Hein. C'est de dire, c'est l'article L111-1 du Code monétaire et financier, et c'est quelque chose qui est purement juridique. Après, voilà, quand je faisais le parallèle avec le Minitel, ça aurait été un crypto-euro fait par des acteurs publics en leur sein. Et là, je suis pas sûr. Après, je peux me tromper, et j'espère me tromper. Hein. Je suis pas sûr que ce soit forcément les bons acteurs qui doivent piloter à 100% le truc. Après, évidemment que ce genre d'innovation, ça se fera pas sans le secteur public. En tout cas, je l'espère. Surtout que la monnaie, et Libra est là pour nous le rappeler, parce qu'on l'avait peut-être oublié, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où la monnaie fiat est quelque chose qui marche bien depuis Poincaré. C'est vraiment quelque chose de purement politique. C'est un choix social, et c'est une entité sociale. C'est même un élément du contrat social. C'est via la loi. Donc c'est évident que Libra là-dessus Libra tel que Facebook l'avait annoncé pose un gros problème, puisque ils veulent imposer à leurs utilisateurs, et donc à nous, leur monnaie privée. On ne sait pas trop dans quel intérêt, etc. Après, voilà. Après, je rentre pas dans les débats je reviens pas sur les débats sur Libra, mais en gros, je suis pas totalement désaccord avec toi. C'est pas faute d'avoir essayé. Du coup, quels sont les freins, à vos yeux, Marc, aujourd'hui, pour justement créer ce crypto-euro ? Alexandre, pardon. Les freins, voilà, pour moi, c'est plutôt une question pour la BCE. Hein, là, pour moi, des freins politiques pour le moment. Oui, je suppose. Ouais, là, je préfère pas répondre pour le compte de l'AMF à cette question. Nous constatons, et Robert Hoffel l'a indiqué dans un discours du 3 octobre 2019, auquel je vous invite à vous reporter, il est publié sur notre site, nous exprimons pour indiquer que nous avons un besoin d'un stablecoin, d'un stable settlement coin, et ça nous en sommes sûrs. Au-delà,
quel déclic il faudrait. Je suppose que de toute façon, il faut emmener avec nous les Allemands et les autres pays de la zone euro. Hein. Enfin, je crois que c'est quand même... on doit travailler collectivement. Et je pense aussi que ça se travaille et avec le public et le privé ensemble, main dans la main. Sans ça, effectivement, on aura un Minitel ou quelque chose de trop peu adopté. Et bon, voilà, je pense que c'est aussi ça, c'est la capacité à se concerter et à faire les choses de façon coordonnée qui sera clé. Et dans ce crypto-euro, on a souvent parlé du fait qu'on pouvait inclure des smart contracts qui donnent toute la force en fait à ce crypto. Alors là, c'est peut-être toi, Clément, qui a le plus de légitimité pour nous en parler. Non, effectivement, c'est complètement ça. En fait, pourquoi en fait, c'est intéressant un crypto-euro, c'est pour tout cet aspect programmabilité. C'est-à-dire encoder directement au niveau de l'actif des restrictions réglementaires, des choses qui aujourd'hui se font soit de façon manuelle, soit de façon un peu fastidieuse, ou en tout cas avec un certain nombre de tiers. Et en fait, les smart contracts permettent en fait un tas de nouveaux services, de l'optimisation, et puis des nouveaux marchés qui vont se débloquer. Là-dessus, c'est pour ça qu'il faut effectivement un crypto-euro. En fait, quand je dis crypto-euro, peu importe le terme, au fond l'AMF ne prononce, je crois pas le terme, mais l'idée est exactement la même. Mais voilà, c'est ça qui... Et en fait, oui, c'est cet aspect smart contract c'est pour ça que Ethereum est la plateforme aujourd'hui qui est de référence là-dessus. Maintenant, Ethereum est une plateforme, une blockchain donc qui comporte son lot de risques. Elle va passer à une nouvelle version d'ici les 2 prochaines années, qui est très très attendue depuis plusieurs années, mais qui, ce passage sera à suivre parce qu'il y a un lot de risques. Donc c'est aussi pour ça, il faut quand même reconnaître largement que le monde blockchain n'est pas encore un monde absolument mature technologiquement. Et donc, mettre toutes les obligations et les sites financiers sur blockchain aujourd'hui n'est pas forcément aujourd'hui la bonne option. Par contre, se préparer à demain et après-demain peut être, je pense, une très bonne idée. Bon, très bien, merci. Si vous avez un petit mot de la fin, et on passerait ensuite à quelques questions. Je suis sûre que vous en avez plein. Je voulais juste venir au soutien de ce que vient de dire Clément. Effectivement, le crypto-euro, pour aller au bout de ma pensée, c'est vrai que c'est pas seulement pour le règlement livraison des titres, c'est également pour la programmabilité, c'est-à-dire ça peut avoir des applications au niveau des détachements des dividendes, des détachements des coupons, des repos, des prêts emprunts, tous les dérivés. Donc vous voyez, le potentiel de la programmabilité de la blockchain, c'est pas seulement pour juste payer son action, c'est aussi pour toutes les applications que ça peut permettre. Et très concrètement, c'est automatiser la plupart des back-office des banques, hein, tout simplement. Oui, non, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Alors c'est vrai que ça va pas se faire en 2 jours, mais c'est des perspectives de moyen et long terme. Voilà. Peut-être laisser... Voilà, pour le... Non, mais enfin, d'un point de vue très, très général, ce que je vais dire est un peu tarte à la crème, mais je vais assumer. C'est-à-dire, je pense que vraiment les crypto-monnaies, et en particulier ce coup de tonnerre qu'aurait été Libra, encore une fois, même si ça se fait pas, et c'est vraiment pas important que ça se fasse ou que ça se fasse pas finalement, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment qu'on aborde une période qui va être assez passionnante, encore une fois, de changement technologique sur ce que c'est que la monnaie et la valeur. Après, voilà, je pense que vous avez eu des éléments de prémisse. Ça pourrait être le thème d'une conférence qui durait une centaine d'heures. Mais c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai pu vérifier, notamment, par exemple, on est en train de préparer en ce moment une conférence sur Libra, donc d'ici un mois, où participera Jean-Pierre Landau, qu'on peut pas, donc Jean-Pierre Landau, qui est un ancien gouverneur de la Banque de France, et qui est l'auteur, notamment, d'un rapport qui est excellent, que je vous recommande de lire sur les crypto-monnaies. Vous pouvez lire la conclusion à l'intro, et surtout, lisez la version anglaise. Parce qu'en personne très rusée, la version anglaise est un peu différente de la version française, car je pense qu'il se doutait que nous, Français, n'allons pas lire la version anglaise. Donc la version anglaise, qui date de juillet 2018, elle est absolument prémonitoire sur Libra. Enfin, c'est un rapport qui est assez passionnant, et on partageait cette idée et donc lui comme moi en l'occurrence, et les autres participants à cette conférence, que c'est vraiment une période qui va être une période de changement technologique vraiment structurant, quoi. Et là-dessus, après, honnêtement, j'ai pas tellement de conseils à vous donner face à quelque chose comme ça, en fait. Peut-être juste un point pour refaire le pont avec la présentation Madré en début de table ronde.
Un point essentiel dans finalement le fait qu'on ait réussi à faire ce projet, c'est le caractère disruptif de la technologie elle-même. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur la thématique blockchain, on expliquait que les modes de raisonnement sur lesquels chacun se replie généralement ne tenaient plus. C'est-à-dire qu'il fallait penser autrement. Alors en fait, en faisant ça et en accélérant en même temps pour ne pas donner le temps aux acteurs de respirer et de reprendre leur souffle, on cassait le cadre de référence et finalement on a réussi à implémenter un nouveau modèle. Par rapport aux thématiques qu'on traite là, qui sont d'une autre ampleur, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça, c'est finalement la compréhension des mécaniques qui sont à l'œuvre derrière la blockchain et finalement derrière toute cette tokenisation. Et on parlait de frein tout à l'heure, c'est peut-être l'un des principaux freins aujourd'hui, c'est qu'il faut le temps que l'ensemble des acteurs appréhendent les impacts, comprennent que le cadre de référence n'est plus le même et puissent se repositionner. Et je pense que ça prend quand même, ça nécessite un petit peu de temps. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de théoriser les impacts que peuvent avoir la blockchain aujourd'hui sur ces activités-là. A fortiori, comme le disait Clément, qui reste une technologie qui reste à maturer sur certains aspects. Hein. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais il y a quand même beaucoup de pans qui ne sont pas couverts ou qui posent problème. On peut, le plus fréquemment évoqué, et par exemple tout ce qui touche à la confidentialité, qui dans un monde d'infrastructures de paiement ou autre est quand même quelque chose d'important et qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de mal à adresser à travers la blockchain. Un petit mot de la fin, Clément, non ? C'était un très bon mot de la fin. Bon, très bien. Alors, si vous avez des questions dans la salle, nous avons à peu près 5-10 minutes. Vient de me dire le gardien du temps. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Alors, une question en deux parties sur le crypto-euro. La première, c'est peut-être pour essayer de confirmer une vision ou une compréhension des choses dans le déploiement. Imaginons donc que finalement le crypto-euro arrive. Est-ce que ce serait finalement un déploiement comme on a un peu connu d'ailleurs pour l'euro lui-même, c'est-à-dire qu'au début, réservé à certains périmètres de transactions, pour les plus anciens d'entre nous, rappelons-nous, on a eu d'abord l'écu, qui était réservé à certaines transactions. C'était une monnaie européenne, hein, mais qui a été utilisée dans certains domaines. Et puis après, je dirais, avec l'apparition de l'euro, la transformation de l'écu en euro, une généralisation effectivement à l'ensemble des transactions. Alors est-ce que ce ne serait pas ça un scénario, je dirais, d'arrivée d'un crypto-euro ? Et la deuxième partie de la question, c'est de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas des freins technologiques à un usage généralisé d'un crypto-euro, notamment du fait des volumes de transactions qui seraient à prendre en compte ? Alors, très bonne question. Sur la première, effectivement, ça me semble même, oui, effectivement assez évident qu'il faut plus qu'une transition. C'est-à-dire qu'au départ, ça serait même quelque chose qui serait à utiliser uniquement pour les acteurs qui ont vocation à toucher ce monde blockchain, crypto ou tokenisation. Donc, ça reste encore aujourd'hui peu d'acteurs. C'est un peu l'œuf et la poule, en fait. Tant qu'il n'y a pas ces outils-là, les acteurs ont peu d'intérêt à tokeniser. Et en même temps, pour pousser à ce que ces outils existent, il faut qu'il y ait montrer que la tokenisation est un vrai phénomène. C'est pour ça que c'est pas si rapide que ça. La tokenisation, on en parlait déjà l'année dernière en disant ça va être le grand sujet. Moi, je constate que cette année, les STO ne sont quand même pas un truc majeur. Il y en a quand même assez peu. Et la blague qui circule d'ailleurs pour l'anecdote un peu dans le milieu, c'est de dire qu'il y a plus d'acteurs qui proposent de tokeniser des actifs que d'actifs tokenisés eux-mêmes. Donc c'est assez révélateur. C'est pas tout à fait faux. Sur la deuxième question, qui était, rappelez-moi. Oui, effectivement, oui, complètement. Vous avez complètement raison. C'est la question de ce qu'on appelle la scalabilité, voilà. Et ça, le passage à Ethereum 2.0, donc cette nouvelle version Ethereum, vise à surmonter ces problèmes. Alors c'est là aussi un peu une blague dans le milieu parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est censé arriver. Mais là, promis, ça arrive. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde a conscience dans le milieu blockchain que c'est une limite aujourd'hui.
Et il y a également de travaux de R&D. C'est vraiment, au départ, c'était vraiment de la R&D fondamentale. Et maintenant, 2019 marque un tournant dans le sens où on passe à la phase plus opérationnelle dans ce passage à Ethereum 2.0. Et donc ça, il va falloir attendre encore quelques années. Mais de la même façon que dans les années 90, Internet ne pouvait pas traiter les vidéos, j'ai peu de doutes sur le fait qu'au bout d'un moment, alors quelle échéance, je ne sais pas, mais au bout de quelques années, ça sera franchement plus une question. Ça, c'est juste un pronostic. Alors, le gardien du temps me dit qu'on a encore 2 minutes, donc s'il y a une autre question. Oui, un des freins évoqués à l'époque pour la blockchain était sa consommation énergétique. Quand j'entends parler de crypto-monnaie et de volume, je me dis qu'on va être obligé de supprimer toutes les voitures du monde pour pouvoir se payer notre blockchain. Je vais essayer de tenter de répondre aux deux questions. Enfin, en tout cas, nous pensons que nous devons rester neutres à la technologie et que pour le crypto-euro, en tout cas, pour une meilleure efficacité, il faudrait qu'il puisse être utilisable sur plusieurs blockchains, qu'elles soient publiques ou privées. Donc Ethereum a été mentionné, mais ça peut être également Tezos ou Stellar pour les publics. Puis les privés, eh bien, on a quand même 3 à 4 consortiums en France permettant des développements. Concernant l'écologie, eh bien, certaines blockchains ne sont pas consommatrices. Toutes celles qui ne fonctionnent pas avec le mécanisme de consensus proof of work, qui lui est consommateur, comme le proof of stake ou le delegated proof of stake, permettent de ne pas passer à, comment dire, de ne pas faire de course à l'armement dans le calcul, et donc de ne pas consommer particulièrement de ressources. Ça peut être fait avec des ordinateurs de bureau ordinaires. Et donc, par exemple, là, j'ai en tête justement Tezos et Stellar, pour les reprendre. Toutes les deux fonctionnent avec des mécanismes de consensus différents qui permettent de ne pas faire rôtir la planète. Alors, sur ce point, déjà, je commencerai par vous inviter à lire un rapport qui a été écrit par Clément Jeannot, qui est bien trop timide pour vous le lire lui-même, sur ce sujet, et qui aborde vraiment dans le détail toutes ces questions. Là-dessus, il y a quand même 2-3 points, je pense, essentiels. Il y a beaucoup d'arguments là-dessus, hein, et c'est un débat qui intéresse beaucoup, à la fois le public, parce que l'environnement est un sujet qu'on ne peut plus éluder, et nous-mêmes, en fait, ça peut vous surprendre, mais on peut travailler dans ce secteur et avoir une conscience écologique, en fait. On n'est pas des pollueurs. C'est comme on peut, je pense, travailler chez Total et avoir une conscience écologique. Enfin, même si je pense enfin bref, c'est une mauvaise comparaison. C'est une très mauvaise comparaison. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, il y a un premier élément, c'est que comme pour la lutte contre le blanchiment, on n'a pas de chiffres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien consomment les crypto-monnaies. Et vous allez voir des chiffres en ligne. Sachez qu'ils sont faits par des personnes qui ont clairement parti pris sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre, mais sachez que comme dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'il y a des batailles quasiment de lobbying, et là-dessus on a un problème vu que c'est des protocoles qui sont relativement anonymes, que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour miner du Bitcoin. En fait, on ne sait pas combien de mineurs, on ne sait pas exactement où ils sont, on ne sait pas quelle énergie ils utilisent, et donc là-dessus, il y a une incertitude, même si ça consomme, c'est pas le sujet, mais est-ce que ça consomme l'Irlande, comme on l'a souvent entendu, ou est-ce que ça consomme le Poitou-Charentes? Vous voyez, c'est un peu ça l'ordre d'idée. Il y a un deuxième élément aussi fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on fait cette critique-là aux crypto-monnaies parce que les personnes qui font ces critiques-là ne voient pas l'utilité d'une crypto-monnaie. Et si vous voulez, moi, par exemple, j'aime pas Noël. Je trouve que les décorations de Noël consomment beaucoup trop. Mais si vous aimez Noël, vous allez vous dire, ces décorations-là, on peut faire la même reproche à tous les secteurs de l'économie en réalité. Et voilà, le streaming, par exemple, le streaming est aujourd'hui sous le feu des critiques, mais bon, je pense que dans la salle, il y a plus de gens qui regardent des vidéos en ligne qui utilisent du Bitcoin. Donc voilà, c'était juste des éléments pour remettre un peu dans le contexte. Oui, ça consomme, mais après, est-ce que c'est un désastre écologique? Je ne suis pas sûr. Et dans tous les cas, si vous voulez, toutes les technologies consomment un peu. C'est quelque chose qui est nécessaire, quoi. Bon, finalement, oui. Merci. Moi, j'avais une question sur la loi Pacte et sur les agréments. On est très fiers en France d'avoir cette loi Pacte, mais je trouve qu'il y a de loin une contradiction avec ce qu'a dit votre collègue de la CPR, avec la protection, entre guillemets, des consommateurs et des clients.
L'agrément, est-ce que vous pouvez préciser la forme de l'agrément? Est-ce que c'est un agrément sur dossier, à la fois sur les ICO et sur les prestataires, ce qui veut dire que vous ne jugez pas le fond? Quelqu'un qui fait un ICO complètement débile sur un business plan qui n'a aucun sens, est-ce que, s'il répond bien aux questions, ça passe? Pareil pour les prestataires, est-ce que vous vérifiez l'aspect technologique? Et puisqu'on est quand même pas mal de banquiers ou d'ex-banquiers dans la salle, est-ce qu'il n'y a quand même pas deux catégories, quoi? Ceux à qui on demande tout, de vérifier tout, et ceux à qui on demande, en fin de compte, pas grand-chose? Non, je pense pas. Concernant les ICO, d'abord, votre question était sur ce qui est demandé. Est-ce qu'il suffit de répondre aux questions? Eh bien, il faut y répondre, mais avec cohérence. C'est-à-dire que l'AMF et mes collègues en ce moment, qui sont en train de plancher sur les premiers dossiers, vérifient, et vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils font ça avec aussi les IPO, vérifient la cohérence des chiffres, la cohérence du business model et sa clarté. Alors certes, par contre, ils ne vérifieront pas l'opportunité économique pour un investisseur d'acheter ou vendre, mais d'acheter le jeton en question, mais ce serait comme pour une action. Donc en fait, le document d'information d'ICO va permettre de donner de l'information fiable à l'investisseur, cohérente et claire, et également donc permettant donc de réduire l'asymétrie d'information entre l'émetteur et l'investisseur, et en plus en mettant un visa et en le figeant et en le publiant en plus sur son site internet, l'AMF permet de figer une relation qui est quasiment contractuelle en fait. Elle permet de clarifier notamment les droits attachés au token et donc la valeur, si vous voulez, ou en tout cas ce qu'on peut permettant à l'investisseur de se faire son opinion sur la valeur que ça peut avoir à ce stade, à ce moment-là, au moment de la vente. Quant aux prestataires de services sur actifs numériques, eh bien, neutralité à la technologie encore, donc ça, vous abordiez cet aspect. Quant au dispositif en lui-même, eh bien oui, il est sur dossier, c'est-à-dire que c'est comme un dossier d'agrément pour un prestataire de services d'investissement. Il y a des règles d'organisation qui doivent être documentées par le candidat, des règles de bonne conduite qui seront donc au moment de la demande, des procédures, de la manière dont ils vont s'adresser aux clients. Ça va être généralement par Internet, et puis la tarification, l'explicitation des services qui seront fournis. Sur le temps long, l'AMF sera en capacité, et l'ACPR pour la partie lab, seront en capacité de demander tout document, de faire des contrôles et de sanctionner, le cas échéant, en cas de non-respect des règles. Donc c'est quand même un régime qui a la totalité de la gamme de la régulation habituelle au final. Juste si je peux permettre un petit complément, la loi Pacte aujourd'hui, elle permet de lutter contre la fraude dans la mesure où vous avez, par exemple pour le cas des ICO, si vous ne demandez pas le label ICO, vous allez avoir des restrictions en matière de communication en ligne qui est quasiment l'unique vecteur de fraude, donc de fraude pénale, j'entends. Ensuite, vous avez évidemment, comme je viens de le dire, le pénal et le droit de la consommation qui continue à s'appliquer, qui s'appliquait avant et qui continuera à s'appliquer après. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'on vend des jetons numériques qui correspondent à une définition précise du code monétaire et financier. Et ce n'est pas la même chose que de vendre des assurances-vie ou de vendre du crédit immobilier. Donc ça justifie le fait que ce ne soit pas non plus une régulation, et c'est pour ça que le choix a été fait par le régulateur et le législateur de ne pas faire une régulation qui soit de type bancaire, obligatoire, etc. C'est qu'on ne vend pas la même chose. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important. Après, il y a aussi un élément aussi, c'est que c'est un marché qui est quand même minuscule, on ne va pas se mentir. Et je veux dire, il y a aussi un pari qui est fait par le législateur de dire laissons-le grossir en ne lui faisant pas peser des contraintes réglementaires trop fortes dès le début, notamment par le caractère obligatoire, en sachant que dans la loi Pacte, il y a marqué explicitement qu'elle sera réévaluée d'année en année, je crois. Au bout de 18 mois, pardon, et cette réévaluation pourra donner lieu à des modifications, voire à rendre par exemple le label ICO obligatoire si on voit qu'il y a des dérives. Mais là, l'objectif premier, il faut bien comprendre que les fraudes, elles ne se sont pas tant faites sur l'investissement, elles se sont faites sur vraiment la fraude bête et méchante, celle qu'on connaît sur les panneaux solaires, et le diamant, vous savez, le forex, etc. C'est en fait les gens du forex sont venus dans la crypto-monnaie. Et ça, la loi Pacte y répond en tout cas, et répond vraiment. Voilà,
Merci. Ouais, juste pour conclure, c'est une première réponse de régulation, la loi Pacte. Elle est vue comme quelque chose d'évolutif et quelque chose pour niveler par le haut, commencer à faciliter une standardisation de l'écosystème. Et c'est effectivement juste une première réponse pour un marché peu mature qui n'a que 3 ans pour les jetons environ. Le marché des actions ayant 150 ans, c'est par comparaison. Merci beaucoup à tous les 4 pour la clarté de vos réponses.